Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Il y a 79 ans aujourd'hui, le 19 août 1944, et après de durs combats, la ville de Toulouse était libérée. Ces combats, qui avaient pour but de ralentir le repli des troupes nazies et d'amoindrir leur capacité opérationnelle, furent violents. Ils entraînèrent la mort de nombreux patriotes désireux de servir la patrie au péril de leur vie. 35 d'entre eux ont été recensés. Mais les efforts et les sacrifices accomplis ont été payants puisque les milliers d'ennemis faits prisonniers manqueront par la suite aux armées ennemies. Venus d'horizons politiques, philosophiques, religieux différents, voire opposés, ces femmes et ces hommes, qui n'étaient pas tous français, avaient su mettre de côté leur propre sensibilité pour ne se consacrer qu'à un seul objectif, libérer la France. Ainsi, l'intérêt supérieur de la nation était le seul moteur qui les animait, au-delà des clans, des chapelles et des polémiques stériles, même si la réalité du moment était bien plus complexe. Ils avaient su mettre en pratique le principe qui sera parfaitement énoncé quelques années plus tard par le président John Kennedy lors de son investiture en 1961. Il a dit « Ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'État ». Manifestement, aujourd'hui, la seconde partie de cette phrase est bien tombée dans l'oubli, au même titre que la notion d'intérêt général. Mais nous commémorons également cette année le 80e anniversaire de la création, le 9 février 1943, de la médaille de la Résistance française. Cette décoration, rattachée à l'Ordre national de la Libération, avait pour but d'honorer d'une part tous ceux qui, le plus souvent individuellement, avaient décidé de s'engager dans un combat pour l'honneur et la dignité face aux institutions officielles de l'époque, mais également les collectivités qui ont joué un rôle éminent dans la lutte contre l'ennemi. Ainsi, le territoire de la Nouvelle-Calédonie, qui fut le premier à rejoindre la France libre, recevra la médaille de la Résistance française. Furent également honorés les sapeurs-pompiers de Belfort, les gardiens de la paix de Nice, les hôpitaux de Saint-Céré et de Cahors, la ville de Brest, la commune de Marsoulas et bien d'autres encore. Mais pour ces femmes et ces hommes que Pierre Brossolette a qualifiés de soutiers de la gloire, on peut affirmer qu'ils ont vraiment fait le choix de la patrie, puisque 40% des presque 65 000 titulaires de la médaille de la Résistance française l'ont reçue à titre posthume. Et ce chiffre de 65 000 peut paraître considérable, mais quand on le compare à la population de la France en 1943, estimée à un peu plus de 40 millions, on s'aperçoit qu'en réalité, les décorés de la médaille de la Résistance française ne représentent même pas 0,2% du total. Bien entendu, il est certain que tous les résistants n'ont pas été décorés, nombreux restèrent anonymes ou discrets, voire inconnus. Il faut bien se rendre à l'évidence que déjà à cette époque, les attentistes, les indifférents et autres yaka-faucons, sans oublier les résistants de la 25e heure et ceux du lendemain, étaient plus de 98% de la population. Aujourd'hui encore, cette décoration peut être attribuée à titre posthume après une longue et stricte enquête de la Commission nationale de la médaille de la Résistance française. Plusieurs associations concourent avec l'Ordre de la Libération à la pérennité de cette décoration prestigieuse. Il est important, effectivement, que perdure la mémoire de ces héros qui ont contribué à la libération de notre pays, mais surtout à rétablir l'honneur de la France. Ainsi qu'il est écrit au revers de la médaille, « Patria non immemor », la patrie n'oublie pas. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les porte-drapeaux, et en dirigeant mon regard vers vous, j'ai une pensée
ému et de reconnaissance pour votre président, qui nous a quittés il y a quelques jours, le président Jean-Marie Blervac, à qui je veux rendre un hommage et exprimer notre reconnaissance. Mesdames, Messieurs, chaque année, nous nous retrouvons ici, à cette date immuable du 19 août, qui marque à jamais la libération de Toulouse de l'occupation allemande. Journée historique, la libération de Toulouse intervient dans un contexte bien particulier. Depuis le printemps 1944, les résistants s'activent dans l'ombre, le vent a tourné et la promesse de la victoire se fait chaque jour plus prégnante. En cette année 1944, les débarquements des forces alliées en Normandie, le 6 juin, puis en Provence, le 15 août, font l'effet d'un catalyseur. Les résistants comprennent que ces événements vont forcer les troupes allemandes, cantonnées dans la région, à se redéployer. Du reste, jamais l'ennemi n'a paru aussi fébrile. L'horizon d'une libération prochaine se dégage donc. L'histoire est en marche, sans possibilité d'un retour en arrière. Très vite, le 19 août au matin, les soldats allemands quittent leur position dans la ville, mettant le feu derrière eux en divers lieux stratégiques, tandis que Toulouse devient le théâtre de combats insurrectionnels. Dans les rues, des barricades sont érigées, tenues par des maquisards venus de toute la région. Et le 20 août, en fin d'après-midi, notre cité est enfin libérée. Les drapeaux français sont partout, les rubans tricolores parent les cheveux des femmes. Il flotte dans l'air un sentiment mélangé de joie victorieuse et d'honneur restauré. On se sourit, on s'interpelle, on se serre dans les bras. Sa liberté retrouvée, le peuple toulousain se laisse emporter dans une liesse collective. Ainsi, il en est fini de ces 2 années passées sous le joug nazi. Le temps, maintenant, est venu d'instaurer une nouvelle légalité républicaine pour gérer les problèmes du moment avant de préparer l'avenir. Aujourd'hui, 79 ans plus tard, nous célébrons cette liberté retrouvée et cet esprit de la résistance qui façonnèrent alors le destin de la France. Cette année 2023 est celle d'un double anniversaire symbolique. Elle marque le souvenir des 80 ans d'un acte discret, mais essentiel dans l'histoire de France, la création du Conseil national de la résistance, ainsi que les 80 ans également du sacrifice de celui qui l'orchestra, Jean Moulin. C'est en effet le 27 mai 1943 que naît le Conseil national de la résistance, le CNR, à l'occasion d'une réunion fondatrice voulue par le général de Gaulle et animée par l'ancien préfet d'origine bitéroise, Jean Moulin, au premier étage du 48 de la rue du Four, dans le 6e arrondissement de Paris. Elle rassemble les représentants des différents mouvements de résistance et des grandes familles politiques du pays et dessine l'unanimité résistante derrière l'homme du 18 juin. Dans un fragment de l'histoire rappelant le serment des Horaces, ces hommes que le destin a voulu lier s'unissent pour vaincre l'ennemi commun. Il y a là des noms que beaucoup d'entre nous, soyons honnêtes, avons oubliés 8 décennies plus tard. Alors je vais les rappeler. Au titre des forces résistantes sont présents Jacques-Henri Simon pour l'organisation civile et militaire, Charles Laurent pour Libération Nord, Jacques Lecomte-Boisnet pour ceux de la Résistance, Robert Coquoin pour ceux de la Libération, Pierre Villon pour le Front National, Claude Bourdet pour Combat, Pascal Copeau pour Libération Sud et Eugène Claudius Petit pour Franc-Tireur. Également, la réunion opère une convergence inédite des représentants des partis de la Troisième République, les familles spirituelles, comme on les surnomme alors,
avec Marc Rucard, au titre du Parti républicain radical et radical socialiste, André Le Troquer, au titre de la SFIO, André Mercier, au nom du Parti communiste français, Georges Bidault, qui représente des démocrates chrétiens, la droite étant personnifiée par Joseph Lamiel pour l'Alliance démocratique et Jacques Debut-Bridel pour la Fédération républicaine. Enfin, participent les deux grandes confédérations syndicales, la CGT avec Louis Saillant et la CFTC avec Gaston Tessier. Unifier la résistance, qui n'est qu'un désordre de courage, pour reprendre l'expression d'André Malraux, constitue à la fois un impératif politique primordial et une condition indispensable pour lui donner sa pleine efficacité opérationnelle. Plus tard, au-delà de ses nécessités immédiates, cette alliance plurielle devait afficher l'ambition de poser les jalons d'une rupture démocratique, économique et sociale, en élaborant un programme de réforme, les Jours heureux, dont le gouvernement provisoire de la République française devait commencer la mise en œuvre dès la Libération. Grâce à cette poignée d'hommes, la journée du 27 mai 1943 forge une nouvelle espérance pour notre nation, préparant notre pays à sa reconstruction et la République à sa refondation, avec la volonté aussi de restaurer demain la grandeur et la place de la France sur la scène internationale de l'après-guerre. Le communiste Robert Chambeiron, secrétaire général du CNR, présent ce 27 mai 1943, a fort justement exprimé l'importance de cet acte fondateur. Je le cite, « En métropole, avant le 27 mai, il y avait des résistances. Après, il y a la résistance. Et parce qu'il y a eu le CNR et De Gaulle, la France sera, lors de la création de l'Organisation des Nations Unies, l'une des 5 grandes puissances à occuper un siège permanent au sein du Conseil de sécurité. » Fin de citation. Honorer la mémoire de la création du CNR ne peut être dissocié du même hommage à rendre aujourd'hui, ici même, dans le même élan, au grand Jean Moulin. Parce qu'un mois à peine après la réunion majeure de la rue du Four, Jean Moulin est arrêté à Caluire-et-Cuire. Le héros de l'ombre, celui qui a permis à Charles de Gaulle de constituer l'armée secrète chaperonnée par les forces françaises libres, celui qui a accompli l'union de tous les éléments résistants à l'ennemi, va tomber parmi les premiers. Meneur d'hommes, modèle de sagesse, exemple de droiture morale, figure de fidélité aux idéaux de la République et de la démocratie, ce remarquable humaniste et patriote mobilise dès son arrestation toutes les ressources de son caractère et la force des valeurs de toute une vie, de toute sa vie, pour opposer un courage indomptable face à ses bourreaux. Face au tortionnaire Klaus Barbie, le destin de la résistance se trouve alors suspendu à la force d'âme de cet homme qui, pour reprendre l'hommage de sa sœur, a atteint, je cite, les limites de la souffrance humaine sans jamais trahir un seul secret, lui qui les savait tous. Fin de citation. Le 8 juillet 1943, après des jours et des nuits de torture, il succombe sans avoir parlé. Au même moment, en juillet 1943, également, mais ici, à Toulouse, c'est Marcel Langer qui, à l'image de Jean Moulin, meurt dans d'abominables souffrances sans avoir rien dit, lui non plus. Pourrions-nous nous tenir libres aujourd'hui, en ce lieu, sans le sacrifice suprême des résistants toulousains, sans Marcel Langer, sans Forain François Verdier? Forain François Verdier, le Jean Moulin toulousain, qui avait unifié les mouvements dispersés de la résistance du Sud-Ouest avant d'être arrêté à la fin de l'année 1943,
s'emmura lui aussi dans le silence absolu au cours de longues séances de torture avant d'être lâchement assassiné dans la forêt de Bucol. Pourrions-nous nous tenir libres, ici et aujourd'hui, sans Missak Manouchian et son groupe des francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrés, dont la traque avait connu un retentissement si important? En rentrant dans quelques mois au Panthéon, heureuse décision du président de la République, Missak Manouchian représentera la résistance communiste, celle qui avait lavé l'honneur du parti après les errements coupables consécutifs au pacte germano-soviétique. Un injuste oubli sera alors réparé. Avec son épouse Mélinée, il prendra sa juste place aux côtés de Jean Moulin et du glorieux aéropage de nos héros de toutes les familles politiques résistantes. Notre patrie leur est éternellement reconnaissante. Ces destins, tous marqués par un sort funèbre, sont pour chacun de nous des legs d'une génération qui n'avait jamais courbé l'échine face à l'oppresseur, face au tragique de l'histoire et au fatalisme de l'esprit. Aujourd'hui, l'histoire se rappelle à nous, et c'est là aussi l'utilité de nos commémorations. Comme dans la période de l'entre-deux-guerres, dans une conjoncture certes bien différente, la France vit aujourd'hui une multiplicité de problèmes qui mettent en cause la santé de notre démocratie elle-même. Sur fond de contexte international tendu, de désunion européenne, de résurgence inquiétante des nationalismes et de montée des extrêmes. Année après année, nous sentons notre pays s'enquister, se fragiliser, se morfondre. Nous ressentons dans notre France comme une forme de désenchantement, où notre corps national se délite et s'archipélise. La gravité des débordements de ces derniers mois, la violence qui se déchaîne au moindre prétexte, sont des signes inquiétants, tant pour la qualité des rapports humains que pour celle du débat public. En contemplant les hautes figures que nous honorons et commémorons aujourd'hui, il peut être sain et utile de nous poser certaines questions. À l'image de la réunion fondatrice du CNR, serions-nous capables, pour relever les défis les plus fondamentaux pour l'avenir de notre pays, de nous unir autour de l'essentiel? Les différentes familles de l'arc démocratique de notre République, repoussant les extrêmes de droite et de gauche, pourtant forts de leurs 165 députés, pourraient-elles considérer la fondation du CNR comme une source d'inspiration pour converger afin d'insuffler une nouvelle vitalité à nos institutions et à notre vie démocratique fatiguée de 2023. Alors que nous rendons hommage au patriotisme des héros dont nous rappelons les noms aujourd'hui devant ce monument, pourrions-nous avoir, nous aussi, suffisamment d'amour de la France pour faire l'effort de dépasser nos différences et surmonter nos divergences? Ou bien faut-il considérer que le patriotisme est une sympathique référence à ne retrouver que dans les livres d'histoire? La patrie française recèle pourtant d'une si riche composition, d'agrégats si divers et d'origines parfois si lointaines, que sa définition renvoie à des sources dans lesquelles nous pouvons tous nous retrouver, mais à condition de le vouloir, bien sûr. Respecter ces multiples différences, respecter ces multiples références, mais sans tomber dans le communautarisme trop souvent conquérant dans certains de nos quartiers, c'est permettre d'être patriote et aimer
haut et fort la patrie, c'est une saine antidote au nationalisme, source de tant de guerres et de divisions mortifères. En prenant le temps de revisiter les parcours de Jean Moulin, de Forain-François Verdier, de Marcel Langer ou de Missak Manouchian, et de bien d'autres héros de cette sombre période, nous sommes pas simplement admiratifs, mais littéralement frappés, sidérés par leur courage. Ils avaient choisi de mourir plutôt que de parler sous la plus abominable des tortures. Ils ont poussé leur courage à un degré difficilement descriptible, à un niveau hors norme, jusqu'au don de leur vie. Comment l'expliquer? Leurs principes, leurs croyances, les idéaux qui les animaient et les valeurs qui les forgeaient furent à ce point forts que ces hommes ont affronté la mort de face, que la mort leur a peut-être fait peur, mais pas au point de leur faire céder ne serait-ce qu'une parcelle de leur patrimoine intime et individuel, immatériel et moral. Le don de soi, le sacrifice suprême, n'est pas à la mode aujourd'hui. Rongé par le nihilisme, abîmé par l'idée que tout se vaut, que la distinction entre le bien et le mal est une vaine lune, notre société a pour ligne l'hyper-individualisme exacerbé, l'amour éperdu de soi-même et pour loi la dictature de l'image en instantané. Comment peut-on se surpasser si on estime sa propre personne placée au-dessus de tout? Quand on reconnaît des principes laïques, ou un Dieu, ou les deux, au-dessus de soi-même, alors là, oui, on peut se dépasser. Bien sûr, on n'en est pas à un tel niveau d'enjeu aujourd'hui, mais nul ne peut prédire l'avenir. Si les vents mauvais de l'histoire soufflaient trop fort, ce que nul ne souhaite, nos caractères seraient-ils à la hauteur? Seraient-ils assez solides pour résister? La pratique actuelle de déconstruction systématique de tout, le wokisme à l'œuvre, affaiblissent considérablement la personne humaine, en la plongeant dans le doute généralisé et en lui prohibant toute notion de certitude. Et c'est la société tout entière qui en souffre et qui se retrouve fragilisée. Alors, mes chers concitoyens, en célébrant la libération de notre ville, en saluant le souvenir du Conseil national de la Résistance, en glorifiant Jean Moulin et son terrible cortège, comme l'a dit André Malraux, soyons fermes, forts et unis. Et soyons résistants. Résister aujourd'hui, c'est combattre la confusion verbeuse et la lâcheté silencieuse. Résister, c'est refuser la banalisation et la résignation. Résister, c'est regarder en face nos défaillances collectives, travailler à fabriquer des convergences entre courants adverses et restaurer la force de notre République. Résister, c'est transmettre aux jeunes générations le feu de l'espérance et l'inexpugnable amour de notre patrimoine, de notre histoire, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Car la résistance n'est qu'espérance, disait René Char. Vive Toulouse, vive la République et vive la France! Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers
Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades.